Salut PA, c'est Lolo pour la deuxième vidéo de la série Poker Management System. Déjà vraiment un très grand merci beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez fait. Ça me donne beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, beaucoup de fierté par rapport à cette première vidéo qui est un peu trop longue, peut-être pas assez concrète, un peu trop théorique, etc. Mais bon, c'était ma première et on va essayer de faire un petit peu mieux sur la deuxième. Voilà, donc vraiment un grand merci. Et la petite leçon que moi j'ai tirée de ça personnellement, c'est que quand on se donne à fond, on a quelque part, on reçoit en retour, ça nous donne beaucoup de fierté, beaucoup d'énergie, etc. Je vous conseille de faire la même chose dans votre poker, donnez-vous à fond. Vous aurez au bout d'un certain temps, c'est certain, des résultats qui vont vous amener une certaine fierté et dans une énergie que vous pourrez communiquer aux autres. Et voilà, c'est un processus. C'est moi la leçon que je retire de cette première vidéo. Petit rappel, je pense véritablement que c'est possible, mais si vous vous en donnez les moyens, si vous donnez à 110%, je ne dirai jamais l'inverse. Pour moi, soit on se donne à 110%, soit on joue de manière récréative, mais on ne cherche pas à avoir des résultats. Donc il vaut mieux stop. Je le redis encore une fois, c'est pas un attrape-nigo, je vends pas du rêve, je dis simplement que c'est possible. Au boulot quoi, au boulot comme on dit certains. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a vu dans cette première vidéo? Je vais faire un petit rappel très rapide. Que on pouvait encore réussir en 2016 à partir du moment où on gérait l'ensemble de la problématique du joueur de poker. L'énergie, l'apprentissage, le mental, la gestion du temps. Et qu'il était important d'avoir cette vision et cette approche systémique parce que tout est interrelié. Si on se focus par exemple que sur le mental, on va peut-être pas comprendre que finalement notre tilt sera dû à un problème sur la technique. Des erreurs techniques vont peut-être induire un doute, plusieurs doutes suite à une répétition de mauvaises sessions, une perte de confiance et du coup, à cause de cette perte de confiance, du tilt. Donc c'est pas la gestion finalement du stress, de la colère qui va nous améliorer dans la gestion de ce tilt, mais plutôt justement la révision de fondamentaux techniques qui vont donc balayer les doutes, renforcer notre confiance en nous et faire en sorte qu'on n'ait plus ce doute, etc., cette perte de confiance qui va conduire au tilt. Ça peut être la même chose sur l'énergie. Si on est dans une énergie négative, une fatigue, on aura beaucoup moins de muscles mentaux pour pouvoir contrecarrer des émotions négatives et ça va conduire au tilt. Donc là, c'est pas la gestion en fait des émotions qui est en première cause, mais c'est plutôt la gestion de notre énergie, notre fatigue. Voilà, et on peut tout interrelier comme ça, tout est interdépendant. Donc d'avoir cette vision systémique est vraiment quelque chose de fondamental. Et voilà, une question tout de suite, immédiate, où en êtes-vous sur ces 4 points? Où en êtes-vous sur l'apprentissage, la structuration, l'avancée de vos projets? Où en êtes-vous sur l'énergie? Est-ce que vous mettez en place des conditions qui font que vous ayez beaucoup d'énergie au fil du temps, des pauses qui vont faire que vous êtes capable d'appuyer sur le frein quand il y en a besoin et d'être toujours dans quelque chose d'optimal par rapport à votre action du moment. Sur la gestion du temps et l'équilibre de votre vie, est-ce que quelque part vous vous épanouissez et tout ça fait en sorte que votre mental est donc plus positif et donc avec un mental plus positif, on a des décisions plus rapides, plus fluides, voilà. Et le dernier truc, est-ce que vous travaillez aussi tout ce qui touche à votre mental, la confiance en soi, la discipline, la gestion des émotions, du tilt, la motivation, voilà. Et tout ça fait en sorte que vous allez peut-être amener à travailler davantage vos apprentissages techniques, voilà. Donc cette vision systémique est vraiment fondamentale. Et la chose qui est importante quand on travaille comme ça, c'est qu'on va donc définir des entraînements dans une plage horaire dans notre agenda, qui fait que finalement, c'est comme comment dirais-je, des jalons que l'on pose. Cette semaine, je vais travailler ça, ça et ça, ce mois-ci, ça et ça, et finalement, après, on est guidé. Donc au lieu, quand vous avez beaucoup d'enthousiasme, au lieu d'aller faire une session de 6-7 heures où vous allez tout éclater, moi je vous dis plutôt, travaillez sur votre approche globale et systémique en identifiant les bonnes conditions à mettre en place. Donc tout de suite, regardez dans votre agenda, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place de manière récurrente, quelles personnes vous pouvez contacter pour travailler chaque semaine par exemple, qui font que finalement vous allez prendre des bonnes habitudes et des bonnes routines
et avancer d'une façon un peu en autopilote. Une autre image que j'aime bien prendre, c'est celle d'une personne qui va faire un tour du monde. Un jour, elle est au taquet. Est-ce qu'il vaut mieux qu'elle marche 10 heures et qu'au lieu des 6 heures habituelles et qu'elle avance plus vite? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elle mette toute cette motivation du jour, tout son enthousiasme à construire une espèce de véhicule à partir de, je sais pas, 3-4 pièces qu'elle a prises, une roue d'un côté, une toute petite roue de l'autre, une espèce de cadre, à un moment une selle, etc. Elle va voir, elle trouve un fer ailleurs, elle va voir un fer ailleurs, et elle construit une espèce de petit véhicule, voilà, solide, qui, du coup, dans la journée, ne l'aura pas fait avancer, mais si on regarde dans la semaine, dans le mois, etc., elle avancera 10 fois plus vite, quoi. Donc moi, ce que je vous dis aujourd'hui, si vous avez un enthousiasme de l'engouement, ne plongez pas à fond dans l'étude du 3-bet, etc. Par exemple, pour être vraiment au taquet sur le 3-bet, plongez-vous plutôt sur les conditions optimales qui vont favoriser votre réussite. Pensez plusieurs choses. Un système qui va synthétiser l'ensemble de vos connaissances, qui va prioriser votre travail. Donc dans votre agenda, vous fixez, mettons, le mois d'octobre, qu'est-ce que je vais travailler? Le mois de novembre, quoi? Le mois de décembre, quoi? Voilà. Et après, les différentes étapes. Dans le mois d'octobre, la première semaine, la deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, quel jour, etc. etc. Et une fois que vous avez ficelé tous vos systèmes comme ça, vous êtes en mode autopilote, il n'y a plus besoin d'énergie. Voilà. Donc, c'est des habitudes et des routines que vous allez prendre comme ça. La deuxième chose qu'on a vue qui était importante, c'était la vision idéale. La vision idéale, c'est quelque chose de fondamental dès lors que l'on veut conduire un projet. Pourquoi? Parce que ça pose une intention claire. On n'est plus piloté par nos habitudes, par l'état dans lequel on est. Là, aujourd'hui, je fais ça comme d'habitude, voilà, etc. Là, on a réfléchi, on a posé une intention. J'ai décidé de réussir à battre la NL25 cette année. Donc, je ne vais plus faire des choses comme ça, mais avec une intention. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer qu'on va commencer à voir des opportunités liées à notre intention. On avait travaillé sur le être, faire, avoir. C'est fondamental de ne pas se focaliser que sur le avoir, mais de remonter sur le faire et sur le être. Puisque du coup, on sait par exemple que pour battre les NL25, il faut être quelqu'un de solide, quelqu'un de patient, de rigoureux, etc. Et du coup, on va voir les opportunités dans la vie, parce que la vie nous en propose des tonnes, d'être plus rigoureux, d'être plus solide, d'être plus patient, et on peut commencer à créer des connexions. Et donc, dans ce cas-là, on va beaucoup plus vite. Si on a un bateau et qu'on n'a pas de phare de destination, on ne peut pas exploiter les bons courants, les bons vents. On n'a pas vraiment d'opportunité d'aller plus vite. On laisse le bateau aller. Dans votre vie, est-ce que vous laissez le bateau aller ou est-ce que vous avez défini cette vision idéale qui va donc commencer à faire des connexions avec les opportunités que la vie va vous donner? L'autre chose importante quand on fait une vision, c'est qu'on définit vraiment ce qu'on veut et également dans ce cercle, il y a tout ce qu'on ne veut pas qui sera à l'extérieur du cercle. Et donc on voit aussi ce qu'on ne veut pas. Si on veut être quelqu'un de discipliné, on voit que certains comportements qu'on peut avoir où on remet au lendemain, où on ne fait pas des choses qui prennent moins de 2 minutes, ou, etc., etc., ça ne rentre pas dans cette vision. Donc quand on se voit aller vers les trucs qu'on ne veut pas, hop, on revient dans notre cercle avec le bon comportement que l'on veut. Et tout ce que l'on veut pas, je sais pas, si on voulait beaucoup d'énergie, je sais pas, aller manger tous les jours au McDo, c'est peut-être pas quelque chose que vous voulez. Et donc c'est fondamental de définir vraiment ce que l'on veut et qui va induire aussi ce que l'on veut pas. Steve Jobs, par exemple, vous connaissez tous, a dit qu'il était aussi fier de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'Apple faisait, que de tout ce qu'il ne faisait pas. Il a vraiment défini leur mission. Et tout ce qui ne rentrait pas dans leur mission, il dit non, 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 non. Donc dans votre poker et dans la réussite de votre poker et plus généralement dans l'équilibre que vous voulez instaurer entre le poker et votre vie idéale, dites oui à tout ce que vous voulez et non à tout ce qui ne rentre pas dans cette vision. Tout ce que bien sûr, auquel vous pouvez dire non. Il y a des choses qui sont des impondérables. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et le fait de définir cette intention et d'y porter de plus en plus attention, en relisant par exemple votre vision idéale, je sais pas moi, toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, etc., vous allez développer de plus en plus les comportements adéquats. Parce que la physique quantique, par exemple, nous montre que plus l'on porte attention à quelque chose de précis, plus il va se développer en nous. Donc il est important de fixer une intention et d'y prêter attention pour qu'elle se développe de plus en plus en nous. Alors,
cette vision idéale est le but ultime vers lequel on veut aller. Et bien sûr, le pont entre les résultats réels et la vision idéale va être l'action. L'action est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, on va donc travailler sur un cercle vertueux qui aura comme résultante d'améliorer ou pas vos actions. L'action est donc pilotée en général, ou du moins est de qualité liée à l'émotion qui la sous-tend, à l'énergie physico-émotionnelle dans laquelle on est. Si vous êtes stressé, fatigué, en colère, etc., vos actions seront beaucoup plus hachées, beaucoup moins fluides, patientes, objectives. Elles seront beaucoup plus, elles découleront davantage des sentiments plutôt que de quelque chose d'un peu plus réfléchi, même si les deux, bien sûr, doivent être liés. Et donc, l'état physico-émotionnel va soit faciliter, soit au contraire hacher votre travail et peut-être être même contre-productif. Il y a des actions, si on les fait dans une mauvaise énergie, elles vont nous desservir. Donc il vaut mieux attendre de revenir dans une bonne énergie plutôt que d'agir à ce moment-là. Si on est en colère, il vaut mieux rien faire que prendre des décisions à ce moment-là qui vont être complètement contre-productives. Et 3 jours après, quand on aura retrouvé un état plus normal, on verra, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a tout à refaire. Voilà, donc là, il vaut mieux rien faire. Donc on voit que l'état physico-émotionnel, qui est donc induit aussi par les émotions que l'on ressent, sont fondamentales ou est fondamentale pour l'action qu'on va mettre en œuvre. Et maintenant, d'où viennent ces émotions? Elles viennent de pensées inconscientes, d'un cadre de référence interne que l'on a tous et que l'on a hérité de notre histoire personnelle, de notre éducation, dans la petite enfance notamment, de tout ce que l'on a vécu, qui a donc construit en nous des certitudes, des croyances très fortes, une identité qui fait que quand on va percevoir un événement, on va s'appuyer sur notre cadre de référence interne et ça va conduire à des émotions qui vont nous faire bouger. Le rôle d'une émotion, c'est de nous faire bouger. Ressentir des choses pour nous faire bouger, et d'une façon inconsciente. Donc, ce cadre de référence interne est fondamental pour avoir de bonnes émotions qui vont donc conduire à des bonnes actions et donc à des résultats plus positifs qui valideront les croyances et le cadre de référence interne. C'est un cercle vertueux. Le cadre de référence, les émotions, l'action, les résultats. Un exemple très rapide, je vais essayer d'aller vite. Une personne qui n'est pas du tout confiante en elle, sur son pouvoir de séduction, par exemple, par rapport aux filles, va arriver en se disant, il ose être en soirée, etc., pour une des premières fois. Il dit, tiens, cette fille me plaît, je vais y aller, je sais que j'ai très peu de chance, je lui plais pas, etc. Donc il va arriver dans une émotion, voilà, de toute manière, je vais y aller, bon, il y a peu de chances que ça marche, on tente quand même, voilà. Il va faire des actions, ça va marcher ou pas. Imaginons que la fille lui dise non, et ça va valider sa croyance comme quoi de toute manière il ne plaît pas aux filles, etc. Et il va s'arrêter là. On prend la même personne, mais lui, c'est une personne qui pense véritablement qu'il a un pouvoir de séduction énorme, qui plaît aux filles, que voilà, quelqu'un, on ne peut pas le repousser, quoi, c'est impossible. Donc il va arriver plus confiant, plus assuré, dans une bonne émotion, de l'enthousiasme, il va aller voir une fille, la fille pareil lui dit non, et sa réaction par rapport à ça, ça va être... mais c'est elle qui n'a pas dû comprendre exactement ma requête, ou qui doit être prise, ou etc. Mais sa croyance comme quoi il plaît est encore bien ancrée, et du coup son émotion reste positive, et donc il repart à l'attaque, et il va voir une autre fille, toujours confiant, elle lui dit non, pour la deuxième fois. Comment il interprète ça en fonction de son cadre de référence? Ben, c'est qu'elles doivent être fatiguées ce soir, elles ne sont pas comprises, ou alors c'est un club de lesbiennes, je sais pas, mais c'est pas moi, c'est pas possible. Ma croyance est encore assez haute quand on regarde tout ce que voilà, j'ai eu dans mon passé. Non, c'est elle qui, voilà. Donc il repart encore une troisième fois à l'attaque, etc. Et puis là, il tombe sur une nénette qui est intéressée, etc. Voilà, ils partent ensemble. Et du coup, il valide encore le fait que quand il va en soirée, il arrive à avoir une nénette bien, etc. Donc en fait, en fonction du cadre de référence qu'il a et qui s'appuie sur son histoire, mais qui peut aussi se reconditionner, il va avoir des émotions qui vont conduire à des actions et à un résultat, pas forcément à très court terme, mais à court terme plus positif, qui va donc valider sa croyance, etc., etc.
Et qu'est-ce qu'on constate très très souvent, c'est que nous-mêmes, nous sommes notre propre auto-saboteur. Nous-mêmes, nous avons nos pensées et nos croyances limitantes qui vont nous induire dans une émotion relativement moyenne et qui peut être trop attaquée par des résultats moyens liés à des actions moyennes, etc. Et donc, ce qui est fondamental aujourd'hui, et beaucoup de gens maintenant le disent dans la psychologie, c'est que ces croyances héritées de notre passé et très souvent inconscientes peuvent être modifiées consciemment. C'est le rôle de la PNL par exemple. Dans un exemple très concret, Mohamed Ali se disait tous les jours qu'il allait être le boxeur de l'histoire de la boxe, que c'était un monstre, que personne ne pourrait le battre, qu'il était invincible. Regardez des reportages sur Mohamed Ali, il s'auto-conditionnait lui-même devant une glace. Et donc ça crée en lui cette certitude qu'il était un monstre, et donc une bonne énergie, etc. Et qui a conduit à peut-être davantage d'entraînement, et du coup une peur qui était amoindrie, et on sait que le mental, notamment en boxe, est vraiment fondamental. Donc voilà, et c'est lui-même qui s'est conditionné comme ça. Et vous avez beaucoup de... Anthony Robbins, qui est un très très grand conférencier sur le développement personnel aux États-Unis, qui a coaché des entrepreneurs, des présidents américains par exemple, se conditionne avant chaque montée sur scène en fait. Et tous les jours, il se conditionne également pour être vraiment certain lui-même qu'il n'est pas impacté par des pensées négatives, un conditionnement extérieur négatif lié à son histoire, etc. Mais que c'est lui qui choisit l'identité qu'il a envie d'avoir. C'est lui qui choisit ses croyances, c'est lui qui choisit ses pensées. Le bouddhisme, par exemple, montre aussi, à travers la méditation, même si les deux ne sont pas forcément liés, que les pensées qui arrivent, on n'est pas obligé de les croire et de s'y accrocher. On peut les laisser passer tel un nuage et on se rend compte qu'on est autre chose que les pensées qui nous arrivent. Donc les pensées, imaginons que dans votre enfance, quelqu'un vous ait dit de toute manière, t'es nul, t'y arriveras jamais. C'est une phrase que vous avez entendue et qui peut revenir en boucle inconsciemment. Et on a le choix aujourd'hui de s'y accrocher ou pas. Donc c'est quelque chose de fondamental de redéfinir son cadre de référence, et ça va être l'exercice du jour. Par rapport à votre vision, donc la place du poker idéale dans votre vie et votre réussite, à travers le être, faire, avoir, vous allez marquer sur un papier. C'est très 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 important d'aller sur un papier, parce que quand ça sort de notre tête, on a des prises de conscience immédiates à ce moment-là. Donc c'est très important d'aller sur un papier, marquer tout votre cadre de référence interne lié à votre vision. Est-ce que vous pensez que c'est possible, que c'est pas possible? Est-ce que vous pensez que vous en avez les capacités, que, je sais pas, que en 2016, avec un travail important, on peut encore y arriver? Ou alors que de manière c'est rigueur, que vous êtes banni par les dieux du poker et que vous n'y arriverez jamais, la courbe EV est trop négative et que c'est lié à d'autres qui ont plus de chance, etc. Que la technique ne sert à rien, de toute manière, c'est des bad beats, les fiches arrivent toujours à mettre des bad beats, etc. Quelles sont toutes vos croyances? Est-ce que vous pensez que vous avez encore on va dire une part de responsabilité dans vos résultats ou pas, que les autres sont plus forts que vous ou pas? Voilà. Dictez, mettez sur papier tout ce que vous pensez, tout ce dont vous êtes certain, voilà, toute votre identité sur papier. Après, séparez les croyances sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et les croyances limitantes. Voilà, donc ça c'est le premier exercice. Ça prend du temps. Ça peut prendre 2-3 jours parce qu'on peut revenir dessus inconsciemment, y réfléchir la nuit par exemple, et hop, pim, le matin on se lève, on a une idée, tiens, et on va corriger tout ça. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre une croyance limitante, une à une, dicter peut-être les plus importantes et travailler sur la plus importante, et commencer par un exercice que Katie Byron, qui est une psychologue américaine, a mis au point et qui travaille beaucoup sur les croyances limitantes. C'est un exercice en 4 questions. Prenez votre croyance limitante et demandez-vous si elle est vraie. Tout simplement, posez-vous la question, est-ce que c'est vrai que je ne peux pas agir sur mes résultats? Deuxième question, dites-vous, est-ce que je peux en être véritablement sûr? Donc on passe un palier, voilà, et de réflexion, est-ce que vous pouvez être vraiment sûr de n'avoir aucun impact sur vos résultats, par exemple? Troisième question, dites-vous, qu'est-ce que je pense et je suis quand je valide cette croyance? Qu'est-ce que je pense quand je me dis, effectivement, j'ai pas d'impact sur mes résultats, j'ai pas de responsabilité là-dessus? Et dites-vous,
quelle personne je serais, c'est la quatrième question, si je ne croyais pas cette pensée. Donc on inverse les choses. Quelle personne je serais si je ne croyais pas cette croyance limitante, cette pensée limitante. Voilà, donc pour chaque croyance limitante, posez-vous ces 4 questions. Et ensuite, pour chaque croyance limitante, vous allez trouver un contre-exemple. Dans votre histoire, vous allez trouver 3 contre-exemples. Pardon. Dans votre histoire, votre expérience ancienne, ou alors dans votre entourage. Quels sont les 3 contre-exemples qui vont invalider votre croyance limitante? Je vais vous parler de mon exemple personnel. J'avais cette croyance qu'à mon âge et avec ma situation professionnelle, familiale, etc., il serait pas possible de rivaliser avec les joueurs de haute limite, hein, la 200+, pour aller très vite. Voilà, je pensais que j'aurais pas suffisamment de temps pour travailler mon jeu, plus l'énergie liée à mon travail qui demande quand même de l'énergie, etc. Et peut-être pas assez de prise de risque, voilà, liée à mon âge. J'avais cette croyance limitante. Donc je me suis posé ces questions, et donc je suis allé voir après 3 contre-exemples. Premier contre-exemple, tout proche de moi dans mon entourage, dédicace à un de mes premiers coachs, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, Lulu, il va se reconnaître, qui a la même situation que moi, qui crush les hautes limites. Voilà. Donc si lui le fait, c'est que c'est possible. Je dis pas que c'est possible pour moi, mais en tout cas, c'est que c'est possible. Et que donc, du coup, ma croyance limitante liée à ma situation n'était pas valide, tout simplement. Donc si lui peut y arriver, ben, avec du travail, etc., je peux aussi y arriver. Voilà la nouvelle croyance et la nouvelle chose qui me sert de contre-exemple et qui va donc me motiver justement à balayer ça et à en construire une nouvelle et positive. On prend l'exemple du 100 mètres. Une personne a passé le 100 mètres et passé sous les 10 secondes. Et tout le monde pensait que ça n'était pas possible humainement, physiquement, etc. Quand le premier à être passé sous les 10 secondes l'a fait, dans la même année, plus d'une dizaine de personnes l'ont fait parce qu'ils se sont rendus compte que du coup, c'était possible. Et du coup, cette barrière de croyance limitante, ils l'ont balayée et tout le monde y est arrivé. Il y a une part de psychologie qui est vraiment énorme, énorme, énorme. Donc, on travaillera ensuite sur des mantras liés donc au dépassement des croyances, sous un état d'auto-hypnose pour bien les intégrer émotionnellement et rivaliser la part inconsciente négative avec une part inconsciente positive. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, donc exercice très concret, listez vos croyances positives et négatives et retravaillez sur vos croyances limitantes en allant chercher des contre-exemples. Une petite conclusion liée donc à cette vidéo. On a vu que donc l'approche systémique était super importante et que nos actions qui allaient faire le lien entre la vision idéale et nos résultats sont induits par les émotions elles-mêmes qui découlent de notre cadre de référence interne et qu'aujourd'hui, dans une démarche proactive, il est possible d'aller choisir son cadre de référence interne. Il est possible de choisir nos pensées, de choisir si on veut être positif ou négatif, s'il y a des parts de positif dans la vie qui nous entoure et de focaliser là-dessus. Voilà, on peut reconditionner plus ou moins tout ce que l'on pense et se détacher de notre histoire personnelle à partir du moment où on est véritablement présent dans le moment ici et maintenant. Et c'est comme ça qu'on change la direction de notre vie, non pas en s'intéressant au passé, mais en s'intéressant au moment présent et en tournant le gouvernail à ce moment-là. Alors, donc si on regarde les 2 vidéos aujourd'hui, vous pouvez avoir 2 fichiers, une avec votre vision idéale et une avec toutes vos croyances et travail sur vos croyances. Si vous voulez que je vous aide et être plus précis là-dedans, vous pouvez m'envoyer votre fichier. Je ne le ferai pas à tout le monde parce que je n'ai pas énormément de temps, mais mettons aux premières personnes qui veulent, sur une boîte mail que j'ai créée spécifiquement pour ce projet, pokermanagementsystem@hotmail.com. Vous m'envoyez vos fichiers et je ne connaîtrai pas votre nom, votre identité, donc vous pouvez vraiment y aller avec vos sentiments profonds. C'est vraiment important, encore une fois, de se donner à 110% ou alors de ne pas le faire, quoi. Il faut que quand on identifie quelque chose qui nous touche véritablement, on sent plus ou moins, on a la chair de poule, on a les larmes aux yeux, et c'est ça qui va nous donner le carburant d'avancer encore plus, quoi. Voilà, envoyez-moi vos fichiers, je vous donne mon retour d'expérience pour peut-être peaufiner un petit peu votre approche.
et faire que ça soit plus précis et voilà, en fonction de mes connaissances qui restent limitées. Mais moi je sais que j'ai pas mal évolué en un an là-dessus et qu'aujourd'hui je fais pour moi-même déjà des choses un petit peu plus précises et qui me permettent d'aller encore plus vite. Voilà, dans la vidéo 3, je reprendrai le questionnaire qu'on avait mis sur PA et je répondrai à toutes vos questions. Enfin, une partie, j'essaierai de reprendre toutes les questions récurrentes, les problématiques récurrentes et d'aller dans des choses qui vous touchent personnellement. Je vous remercie encore beaucoup. N'hésitez pas à me donner toutes vos suggestions, des critiques, il n'y a aucun souci. On est là pour avancer ensemble. Donc s'il y a des choses qui vous plaisent pas, etc., j'essaierai de le changer. Si ça vous plaît vraiment pas, bon ben tant pis, hein, vous allez voir quelqu'un d'autre, il n'y a aucun souci. Croyez en vos rêves, vous en avez le potentiel, j'en suis convaincu. Allez, à plus tard, c'était Lolo, ciao.